Vous m'entendez? Ouais, ça a l'air de marcher. Donc j'ai la voix un peu faible, donc je vais essayer de faire attention. Je vois que... Non, plus près, ok. Donc je vois que la présentation précédente est parfaitement à l'heure, donc je vais faire mon possible pour faire de même. Donc, Alcméon, on est une petite société qui fait plein de choses. Mais en fait, une des choses sur lesquelles on travaille le plus, c'est beaucoup d'outils autour de traitement de texte. Et donc, une des choses qu'on fait souvent, quand on commence à traiter du texte, c'est qu'on commence par essayer de détecter la langue du texte, avant de commencer à faire des choses plus compliquées. Et donc, c'est de ça que je vais parler aujourd'hui. Et alors, ce qui peut paraître assez rigolo de dire « ouais, je vais faire une présentation sur un truc en fait, c'est un problème résolu. Si vous ouvrez n'importe quel bouquin de traitement naturel du langage, ils vont vous dire bah, « c'est facile, détection de langue, il y a un algo, il est publié depuis 15 ans, vous avez qu'à faire comme lui. » Alors, en pratique, le problème, c'est que la différence entre la pratique et la théorie, elle peut être assez large selon le type de contenu textuel que vous allez vouloir traiter. Alors, ce qui est rigolo, c'est que si vous faites un petit coup de Google, vous allez aussi trouver plein de gens qui ont implémenté ces algos classiques. J'ai pris les 2 premiers dans Google. Ils sont très bien. Ils sont open source, vous pouvez les utiliser, ils marchent super bien. Mais, sur ces 2 projets, et j'ai pas cherché beaucoup, j'ai pris les 2 premiers. Pour les 2 premiers, si vous lisez le README, eh ben, la première chose qu'ils vont vous dire, c'est que ça ne marche pas si le texte sur lequel vous faites tourner ces algorithmes est un texte un peu court. Alors un peu court, en général, je dis c'est entre 10 et 15 mots à peu près. Donc un message qui fait 10 à 15 mots, un SMS, un tweet, des choses comme ça. Et donc l'objet de cette présentation, en fait, alors je ne vais pas présenter une solution complète. Nous, on a des outils en interne qui marchent plutôt pas mal sur notre type de données. Ce que je vais essayer plutôt de faire, c'est de parler un petit peu de l'approche qu'on peut avoir par rapport à ce type de problème. Il y a du code d'exemple que vous pouvez télécharger, que vous pouvez utiliser pour reproduire cette solution si vous voulez l'utiliser. Elle ne va pas marcher aussi bien que celle que nous on a en interne parce que on a des jeux de données d'apprentissage qui sont confidentiels et sur lesquels on a beaucoup travaillé, qui font une valeur importante de l'algorithme. Mais vous pouvez réutiliser l'approche générale, éventuellement construire vous-même votre propre jeu de données. Et l'objectif, c'est qu'à la fin de cette présentation, si vous en avez envie, vous pouvez tout refaire. Et si vous y passez un peu de temps, vous aurez quelque chose qui marche bien. Alors, avant de rentrer dans les détails de ce dont je vais vous parler, je vais essayer de résumer brièvement comment on fait en fait, en général. Donc, l'approche classique, le truc qui marche pas. On prend un message, donc c'est très simple, on regarde les caractères, on oublie les mots, on ne se pose même pas la question des mots, et puis on prend les n-grammes, donc les séquences de caractères consécutifs. Donc les n-grammes, c'est facile, c'est toutes les séquences de caractères qui ont une longueur n. Donc je prends mon message, je prends tous les 1 gramme, c'est facile, c'est toutes les lettres. Tous les 2 grammes, c'est toutes les paires de lettres, qui s'overlappent évidemment. Je fais ça sur tout mon contenu textuel et puis je calcule le nombre de fois que je vois chacun de ces éléments-là. Donc chacune de ces lettres, chacun de ces 2 grammes, chacun de ces 3 grammes, jusqu'à n maximum. En général, on fixe ça à 5, voire 10 maximum. Et puis ensuite, qu'est-ce que je fais? Je regarde la distribution, c'est-à-dire je vais prendre tous les n grammes les plus fréquents et je vais dire ça, c'est quelque chose qui caractérise le texte que je suis en train de regarder. Donc cette distribution, intuitivement, en fait, en tant qu'humain, c'est pas très compliqué. Si vous voyez du texte qui est écrit, s'il y a un accent avec un et avec un accent aigu, il y a de fortes chances que ce soit du français. C'est bête et con, mais en fait, il y a assez peu de langues dans lesquelles quelqu'un a eu l'idée bizarre de rajouter un accent sur le et. De la même façon, le o avec le petit rond au-dessus, il n'y a pas beaucoup d'options sur ce que ça peut être réellement. Donc l'intuition derrière ça, c'est que, bon, alors sur les simples lettres, c'est très facile, mais sur les séquences de lettres, on peut reproduire un peu la même intuition et se convaincre que cette distribution est assez effectivement représentative de la langue qui nous intéresse. Et donc l'objectif, c'est qu'une fois que j'ai un nouveau texte, je vais régénérer une distribution de mes n-grammes, et puis je vais comparer. Donc je vais mesurer les distances entre les distributions, et puis je vais prendre évidemment
je vais dire la distribution qui est la plus proche, la distribution de référence qui est la plus proche de la distribution que j'ai pour mon nouveau texte, c'est celle qui correspond au langage que je veux. Et donc, ça, fondamentalement, ça se traduit par ce type de graphique. Alors là, j'ai pris un exemple, c'est pas des super bons corpus, mais vous les trouverez dans ces deux-là, vous les trouverez dans le code qui est en ligne. Donc ça, c'est deux distributions. J'ai pris je sais pas, je crois, une trentaine de n-grammes sur le français et l'anglais. Ça, c'est des corpus qu'on a, nous, et que vous pouvez assez facilement reproduire, qui sont assez stables en général, parce que là, j'ai pris vraiment les plus fréquents. C'est à ça que ça ressemble, une distribution de référence. Et puis ensuite, alors là, j'ai pris l'exemple typique pour nous. Ça va peut-être vous paraître bizarre, mais ça, c'est le type de texte que nous, on doit traiter. Voilà, alors donc ça, c'est du français. Moi, je ne le savais pas avant de commencer, mais rapidement, quand vous commencez à traiter ce genre de texte, et là, vous vous dites, OK, la tête de la distribution, elle est un peu bizarre. Ça va être difficile de la faire fitter sur une autre distribution que j'ai. Il y a plein de raisons pour lesquelles ça va être difficile. Évidemment, une des raisons, c'est parce qu'elle est extrêmement... En fait, il y a très peu de données dedans. Donc, elle n'est pas jolie, courbe, avec plein de données dedans. Si j'ai un document qui fait 400 pages, forcément, la distribution sera plus jolie. Mais pour un document aussi court, elle est très courte. Et il y a un deuxième élément qui est très important, c'est que... en fait, le contenu du texte est très loin de ce qu'on considère en général comme étant du français correct. Et donc ça veut dire que les distributions, même si je prenais beaucoup de ces messages, je les concatène tous, je génère une distribution, on va se rendre compte rapidement que la distribution de cette langue, c'est pas du tout la distribution du français classique, tel qu'on l'a appris à l'école, pour certains d'entre nous les plus vieux. Et donc, alors là concrètement, j'ai pris un exemple. Ce qui est rigolo, c'est que si je fais ça sur les deux modèles de langue que vous trouverez dans le truc que j'ai mis en ligne, j'ai pris cet exemple complètement au hasard. Et évidemment, la distance la plus faible qui est mesurée, c'est l'anglais. Voilà. Donc ça marche pas, le modèle classique là-dessus. Et j'ai vraiment pas cherché très longtemps. C'était le premier exemple sur lequel je suis tombé. Et donc ça, c'est ici un petit résumé de pourquoi ça marche pas. Pourquoi on a des petits soucis. Et donc maintenant que j'ai dit que ça ne marchait pas, essayez de vous proposer une stratégie un peu générale sur qu'est-ce qu'on peut faire face à ce type de problème. Ou globalement, moi je trouve que globalement, l'idée de la modélisation par des n-grammes du corps de texte pour ce type de problème qui est la détection de langue, c'est pas une idée absurde. Cette idée classique de dire la langue elle est en fait très caractérisée par ces séquences de caractères. C'est quelque chose qui a beaucoup de sens intuitivement. Donc, je vais essayer de garder ça. Bon, alors évidemment, pourquoi c'est un problème de classification un peu supervisé? Parce que l'objectif, c'est que je vais essayer de construire des corpus de référence. Et avec ces corpus-là, donc par exemple, beaucoup de textes SMS qui veulent rien dire, mais que je vais concaténer et qui vont me permettre d'avoir des modèles. Et ensuite de dire, je veux pouvoir discriminer de façon peut-être un peu plus intelligente que ce que je le fais avec les mesures classiques entre toutes ces distributions-là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris l'algo le plus bête qu'on puisse faire. J'ai fait naive bias. On va sélectionner les features, donc c'est-à-dire les n-grammes qu'on garde avec. Alors là, c'est du KBS en Ki 2. C'est complètement arbitraire. C'était juste pour donner un exemple concret. L'objectif de mon algo de machine learning, c'est de sortir une classe à n valeurs. Donc n, ça peut être le nombre de langues. Ici, dans cet exemple concret, si vous régénérez les données que j'ai publiées là, j'ai juste gardé ça avec français et anglais, parce que j'ai voulu faire simple. Et l'implémentation, c'est fait avec sklearn, donc une implémentation open source qui permet d'avoir tous ces algos gratuits. Et le résultat, alors évidemment, avant de commencer à jouer, ce qui est intéressant, donc c'est une des raisons pour lesquelles j'ai pas pu, parce que bon, c'est pas un truc qui a beaucoup de valeur en termes de propriété intellectuelle pour nous, mais j'ai pas pu publier la vraie solution qu'on utilise nous, parce que en fait, elle dépend très fortement de données qui sont confidentielles, pas parce qu'elles ont, mais c'est que ce sont celles de nos clients. Et donc à ce titre, on peut pas les partager. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait l'effort de refaire quelque chose que vous pouvez faire pour générer vous-même des jeux de données utiles. Donc,
qu'est-ce qu'il vous faut? C'est assez simple. Il vous faut un corpus d'apprentissage. Donc un corpus d'apprentissage, ça veut dire des tas de messages, courts, plutôt mal écrits, et avec une classe de langue. Vous n'avez pas envie d'avoir les labellisés vous à la main parce que ça serait rapidement très désagréable. Je l'ai fait très longtemps, donc c'est pour ça que je parle en connaissance de cause. Donc là, c'est très simple. Twitter, ils ont un truc qui est plutôt cool, ça s'appelle le Sample Stream. C'est 1% de Twitter, en temps réel, tous les jours, tout le temps. Vous le faites tourner. Donc là, j'ai généré... Alors bon, vous êtes censé utiliser... vous créer une application Twitter, récupérer des tokens. J'ai été sympa, je l'ai fait pour vous. Donc là, il y a déjà des tokens qui sont dans le code, qui sont codés en dur. Si vous exécutez cette application, évidemment, vous utiliserez mes tokens. Et toutes les personnes dans la salle utiliseront les mêmes tokens. Ça veut dire qu'il n'y en a qu'une seule qui pourra récupérer le flux de données. Donc, si vous le faites maintenant, je pense que ça va marcher. Si vous le faites dans 2 heures ou 3 heures, quand d'autres personnes essaient de le faire, il est peu probable que ça marche. Et je vous invite à réellement essayer de générer vous-même vos access tokens. Donc ceci étant dit, si vous exécutez le premier script twitterdata.py, plus vous le faites tourner, plus ça va récupérer de données. Donc moi j'ai dû le faire tourner, je pense, 1 heure pour générer les données sur cette présentation. Ça a dû générer une 30aine de mégas de données, parce que je les restreins que au français et à l'anglais. Et j'exploite le fait, totalement sans vergogne, le fait que Twitter a déjà fait tout le travail et que eux, ils ont déjà labellisé tous ces tweets. Donc eux, ils ont évidemment des algos, et ça leur a coûté très cher, beaucoup d'argent et puis beaucoup de travail, pour détecter proprement, avec une précision plutôt élevée, la langue. Alors si vous le faites tourner, vous verrez qu'il y a des erreurs. En général, ce sont des erreurs sur les messages très courts, et souvent sur les messages très mal écrits. Mais pour un premier essai, c'est déjà un bon début, quoi. Vous allez avoir quelque chose qui vous permet de commencer. Donc ensuite, j'ai fait un peu de pré-processing. Alors ça fait pas grand-chose. Ça découpe, ça nettoie, ça enlève plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je vous laisse regarder le code si vous en avez envie. Et puis un petit script qui extrait les features. Donc extraire les features, concrètement, ça veut dire générer des matrices. Donc moi, je vais générer des matrices. Il va y avoir autant de lignes que de tweets pour lesquels je connais la langue, et autant de colonnes que ce qu'il y a de features, c'est-à-dire ici autant de colonnes que ce qu'il y a de n-grammes distincts dans tout mon corpus. Dans le corpus que j'avais, je crois qu'il y avait 300 000 quelque chose n-grammes distincts. C'est pas beaucoup a priori, mais c'est quand même malheureusement trop. Si vous mettez ça dans un naive Bayes, ça va pas faire grand-chose. Et donc là, qu'est-ce que j'ai? J'ai ma matrice avec toutes les features pour tous les documents. Et puis j'ai le vecteur qui prédit les langues pour tous ces documents. On va supposer que ce vecteur est parfait. Et donc ça c'est la version en 20 lignes, en 10 lignes, pour utiliser ce corpus de données et construire un modèle avec un naive Bayes. Donc j'ai essayé de le compresser au maximum, mais ça rentre. Et ici, qu'est-ce qu'on fait? La première chose, c'est lire les matrices et les vecteurs. C'est pas très intéressant. La deuxième chose, on construit un modèle de sélection de features K-Best. Donc ça, en gros, c'est quelque chose qui va dire, je vais regarder toutes les features que vous avez dans votre jeu de données, et puis je vais essayer de voir lesquelles prédisent un petit peu le mieux ce qu'il y a en sortie. À peu près. J'essaie de résumer ça intuitivement. Donc on stocke ça dans une petite variable select. Le classifieur, c'est un naive Bayes. Et donc le pipeline, je lui dis, tu sélectionnes les features, tu appliques ton naive Bayes, et puis tu construis un modèle, fit. Et puis à la fin, je dump le résultat du modèle dans un petit script Python, et je peux l'utiliser pour essayer de prédire des bidules. Donc ça, c'est la version en 10 lignes aussi. Alors là, pour le coup, j'ai dû enlever des trucs, donc, mais pour essayer de la garder un petit peu claire, qui va vous permettre de faire exactement la même chose. Alors, le jeu là, c'est quoi? C'est que content, alors je vais essayer, non, si voilà, content, la petite variable qu'il y a là, c'est le texte TKT-toi. Et cette variable-là, évidemment, il faut que je commence par la pré-processer. Donc il faut que je génère les n-grammes à partir de ça. Donc là, j'appelle ma petite fonction magique. Une fois que j'ai ces n-grammes, il faut que je génère le vecteur que je vais mettre à mon classifieur. Donc je parcours toutes mes features et puis pour chaque n-gramme, je vais augmenter
le compteur en fonction à chaque fois que je retrouve ma petite feature. Et puis après, c'est pas très compliqué. Une fois que j'ai mon vecteur, enfin là, c'est juste de la conversion de type, et j'appelle la fonction predict sur le modèle. Fin de l'histoire. Et donc là, pour le coup, sur le jeu de données que j'ai collecté en 2 heures, la prédiction était correcte. C'était pas gagné. Franchement, j'étais pas sûr que ça marcherait vraiment. Je suis pas sûr que si vous le refaites avec des données différentes, vous obteniez le même résultat. Je vais pas le garantir. Mais ce dont je suis sûr, c'est que avec cette stratégie globale, si vous bossez un peu, vous aurez quelque chose qui marche. Alors, un petit truc intéressant sur lequel j'avais envie de passer, c'est un problème assez récurrent quand on fait du machine learning, c'est l'overfitting. Donc, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, il y avait à peu près 300 000 features. Et il y avait, je crois, 20 000 tweets. Alors, c'est facile. Si vous avez un vecteur de 300 000 colonnes et qu'avec ça, vous voulez prédire 23 000 valeurs, c'est pas très compliqué de trouver là-dedans des colonnes qui seront que à 1 au bon endroit. Donc concrètement, avec 300 000 colonnes, c'est sûr que vous aurez une prédiction 100% parfaite, avec 0 erreur. Par contre, le jour où vous faites marcher ça avec un autre jeu de données, ça ne marchera plus du tout. Donc l'objectif de la première étape, qui est la sélection des features, c'est précisément de diminuer l'overfitting et de sélectionner qu'un sous-ensemble, un tout petit sous-ensemble du nombre total de features. Et donc dans ce cas-là, l'objectif, c'est, je me suis dit, bon, j'ai 20 000 exemples, 2000 c'est pas mal. Alors pourquoi 2000 ? Parce que si vous vous amusez à écrire ce petit algorithme, donc là pour le coup qui tient en 5 lignes, qui est vraiment très simple à écrire, vous allez pouvoir dire, s'il te plaît, sklearn, tu es smart, tu vas prendre mon jeu de données, tu vas le découper en plein de sous-morceaux, etc. Et puis pour chacune des valeurs possibles de K, donc K c'est le nombre total de features que je veux garder, s'il te plaît, essaie de voir quelle est la performance que tu obtiens. Et donc ce qu'on voit très bien, alors je me suis arrêté parce que j'étais un peu feignant, mais je me suis arrêté à 10 000. Si j'avais attendu 1 heure de plus, je pense que j'aurais pu aller à 50 000 features. Ce qu'on aurait vu, c'est qu'à un moment donné, la courbe serait arrivée à 100, c'est ce que je vous disais. Et puis après, on a appris parfaitement, mais on ne sait plus jamais prédire correctement pour des données intéressantes. Et donc ici, l'objectif, c'est de se dire, en fait, le bon cas, c'est probablement un cas qui est quelque part là-dedans. Donc il y a une performance suffisante en termes de prédiction, mais qui n'est pas suffisamment bonne, parce que si elle est trop bonne, c'est probablement une escroquerie. Voilà. Donc si vous avez envie de prendre ce code et puis essayer d'en faire quelque chose d'utile, il y a plein de pistes, plein de choses à faire. Plein de problèmes à résoudre. Donc d'abord, plus de données. C'est souvent la meilleure solution. Donc vous faites tourner le script de collection de données pendant beaucoup plus longtemps que moi. Notre jeu de données interne, je crois qu'il doit faire... il doit y avoir à peu près 200 000 messages. Des meilleures données. Parce que Twitter, ils sont bons, mais ils ne sont pas si bons que ça. Ils ne sont pas parfaits. Donc il y a beaucoup de données dans Twitter qui ne sont pas labellisées correctement. Donc il faut les revuer à la main. Ça, c'est la partie la plus rigolote du job. Oui, évidemment, plus de langues. C'est plus rigolo quand vous n'avez pas juste à choisir entre le français et l'anglais, parce que si vous commencez à parler de... Enfin voilà, plein de variantes intéressantes. Alors ici, il y a aussi un point qui est très important et je vais m'arrêter là. Quand vous traitez ce genre de données, en fait, il y a souvent des problèmes de distribution de vos classes. Donc ici, le jeu de données qui est collecté dans Twitter, c'est du français et de l'anglais, c'est à peu près 90-10. 90% d'anglais, 10% de français. C'est assez global, ça, c'est assez stable. Et donc ce que ça veut dire, c'est que si vous faites l'apprentissage des données, sur un corpus qui a une distribution statistiquement aussi peu égale entre le français et l'anglais, et que vous utilisez, vous faites des prédictions sur un jeu de données qui, lui, pour le coup, a 90% de français et 10% d'anglais, vous allez aussi avoir des problèmes de performance. Donc c'est important, en fait, quand vous construisez le jeu de données d'apprentissage, éventuellement, de le retravailler pour qu'il corresponde au jeu de données que vous allez utiliser en production. Voilà, et donc dans le même ordre d'idée, en fait, essayez de booster les messages très courts. Alors ça, j'ai même pas essayé, mais ça peut être rigolo. C'est dans cet ensemble-là, j'ai gardé, on pourrait dire, je garde que les messages qui font 5 mots. Et j'apprends là-dessus pour voir ce que ça va faire. Il est probable que ça va augmenter fortement la performance de l'algo sur les messages très courts. Et donc il y a tout ce jeu-là, en fait, en fonction de
le jeu de données d'apprentissage que vous avez, comment vous le construisez, comment vous faites pour le construire le moins cher possible, et le jeu de données sur lequel vous faites tourner l'algo au final en production pour obtenir les résultats que vous voulez. Voilà, c'était tout.